Bonjour et bienvenue, vous écoutez Voix durable, le podcast francophone qui ouvre le chemin. Je suis Laura Guien et je suis ravie de vous accompagner dans ce 9e épisode de ce podcast proposé par l'Institut de la francophonie pour le développement durable. Voix durable, c'est parti! Il régule nos sociétés, définit nos normes, marque certaines grandes avancées sociales. Et voici qu'il pourrait désormais être un accélérateur de prise de conscience de la crise climatique mondiale. Une idée ? Voici un petit indice. Vous l'aurez compris, il s'agit du droit, et plus exactement d'une de ses branches, le droit de l'environnement. Auparavant considéré comme un droit faible et peu contraignant, cette discipline connaît depuis quelques années une véritable mutation pour tenter de faire face à l'urgence climatique. Peut-on réellement sauver la planète grâce au droit de l'environnement ? Comment cette matière a-t-elle évolué et quelles grandes affaires et décisions ont fait date ? Au nord comme au sud, quels sont les grands enjeux et limites de la justice climatique ? Dans ce tour d'horizon des possibilités offertes par la justice climatique, j'ai le plaisir d'avoir comme invité de ce numéro 2 expertes françaises et un expert gabonais qui pensent et agissent dans le secteur du droit de l'environnement et vont tenter de répondre pour vous à ces nombreuses questions. Pour commencer, accueillons Cécilia Rinaudot, coordinatrice générale de l'ONG Notre Affaire à tous, une ONG française montée en 2015 et qui s'est largement fait connaître ces dernières années par l'intermédiaire d'une plainte portée contre le gouvernement français en 2018 et intitulée L'Affaire du siècle. Alors cette plainte est portée conjointement avec 3 autres associations, Greenpeace, Oxfam et la Fondation Nicolas Hulot. Et dans ce dossier, le tribunal de Paris a jugé en février 2021 que l'État était responsable de manquements dans la lutte contre le réchauffement climatique. C'est donc une décision qui fait date en France, mais aussi dans le monde. Cécilia Rinaudot, depuis Notre Affaire à tous, pourquoi avoir fait le choix de se saisir du droit pour défendre l'environnement ? Alors c'est vrai que pour Notre Affaire à tous, le droit est vraiment primordial dans la bataille climatique. Et si on a fait de l'action juridique notre cœur de métier, c'est justement parce que la justice a le pouvoir de contraindre les plus responsables de la crise climatique à cesser d'agir en toute impunité. Le problème actuellement dans la lutte contre le dérèglement climatique, c'est qu'il n'y a pas de responsabilité objective des pollueurs qui nuisent à l'environnement, ni des pouvoirs publics qui ont pour mission principale de nous protéger. Et aujourd'hui, personne n'est tenu responsable de la dégradation de notre environnement. On a besoin de ces nouvelles responsabilités juridiques en matière environnementale, en matière climatique, et aussi de dispositifs de solidarité pour accompagner les victimes de ces changements climatiques. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'utiliser le droit et de faire changer aussi le droit. On est vraiment au XXIe siècle dans la bataille pour les droits climatiques. On s'est battu pour nos droits sociaux, pour nos droits civils, pour nos droits politiques. Et aujourd'hui, il est vraiment l'heure de créer un droit environnemental et climatique qui soit à la hauteur de la crise climatique qu'on traverse. Cécilia Rinaudot, peut-être un mot sur ces mutations du droit environnemental, souvent considéré comme un droit mou, peu contraignant. On peut penser notamment à vos actions, mais aussi à d'autres qui ont été lancées en France, comme le recours pour inaction politique qui a été porté par la commune de Grande-Synthe et dans lequel le Conseil d'État a rendu une décision positive qui révolutionne un peu la politique sur le climat. Est-ce qu'on assiste à une transformation du droit de l'environnement ? Il y a 2 côtés à voir dans le droit environnemental. Il y a d'un côté les choses positives qui se passent et après on pourra aussi parler des faiblesses du droit de l'environnement actuel et du coup du besoin de vraiment le transformer. Mais sur cette première partie des avancées dans le droit de l'environnement, c'est vrai qu'on a pu voir en fait plus que le droit de l'environnement, en fait on voit que la justice commence à donner raison aux associations, aux scientifiques, aux citoyens et aux citoyennes qui alertent depuis des années sur les conséquences de la crise climatique. Et dans l'affaire Grande-Synthe comme dans l'affaire du siècle, on a fourni de nombreuses preuves juridiques et scientifiques pour appuyer nos arguments. Et en effet, là, dans Grande-Synthe, donc le Conseil d'État avait reconnu que les objectifs que prenait la France en matière climatique étaient contraignants. C'était en effet une première étape de reconnaître que ces objectifs-là étaient contraignants, ce qui n'était actuellement pas le cas. Et dans l'affaire du siècle, après, d'aller encore plus loin en reconnaissant cette responsabilité de l'État, en reconnaissant le préjudice écologique, qui est une innovation dans le droit administratif, puisque pour l'instant, le préjudice écologique n'avait été utilisé que dans le droit privé et avait été consacré dans l'affaire Erika il y a quelques années et n'avait encore jamais été invoqué en droit administratif. Donc on voit que le juge
arrive à se servir des outils existants pour prendre des décisions assez innovantes qui s'inscrivent d'ailleurs dans un mouvement plus large de la justice climatique, un mouvement international où de plus en plus d'associations de citoyens et citoyennes dans le monde utilisent la justice pour faire protéger leur droit à vivre dans un environnement sain et imposer aux États d'agir, comme ça a été le cas notamment aux Pays-Bas avec l'affaire Urgenda qui nous a inspiré l'affaire du siècle d'ailleurs en France, qui a condamné l'État néerlandais à diminuer de 25% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici la fin de l'année. Donc on voit que le juge se saisit vraiment de cette question-là à travers des outils existants, mais malgré tout, on voit que c'est pas suffisant non plus, que le droit de l'environnement a actuellement des limites. On l'a vu par exemple avec la Charte de l'environnement qui est un instrument qui a une grande force d'interprétation de ses principes et qui va dépendre de l'interprétation du juge constitutionnel. Et c'est ce qu'on a bien vu d'ailleurs avec les récentes décisions du Conseil constitutionnel concernant la réintroduction des néonicotinoïdes ou d'autres simplifications de procédures en fait qui nuisent à l'environnement. On voit qu'il y a des simplifications du droit qui font régresser de nombreuses dispositions environnementales. Justement, face à ces limitations et aux dangers qu'elles représentent, le droit est-il réellement le meilleur moyen d'agir face à l'urgence climatique ? Est-ce qu'il s'agit d'un outil d'influence ou d'un véritable levier d'action pour vous ? Oui, c'est à la fois un outil d'influence et un levier d'action, et on le voit de plus en plus, avec de plus en plus de plaintes qui se multiplient en France comme à l'international. Le nombre de plaintes en matière climatique a explosé ces dernières années dans le monde entier, et alors ça a un réel effet, parce que justement, on voit que la justice, elle arrive à un moment où on a essayé beaucoup de moyens d'action, sans succès, parfois avec des succès, mais parfois un petit peu modérés, que ce soit des actions de mobilisation dans la rue, de plaidoyer, de désobéissance civile, etc. Ces actions qui continuent à rester essentielles, mais qui n'ont pas permis d'opérer un véritable changement en termes d'action de la part des gouvernements ou des multinationales. Et justement, le droit arrive à ce moment-là pour contraindre ces acteurs à agir, comme je disais tout à l'heure, et pouvoir inverser un petit peu la situation dans laquelle on est. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'acteurs qui utilisent le droit, parce que ça reste peut-être le levier maintenant dans lequel on peut avoir le plus d'espoir, puisqu'on a à la fois des outils juridiques sur lesquels qu'on peut utiliser, et à la fois on a des décisions de justice qui font jurisprudence et sur lesquelles on peut aussi se baser pour atteindre de nos objectifs. Cécilia, alors que vous êtes toujours en attente des retombées de l'affaire du siècle, vous avez récemment lancé une nouvelle action, conjointement avec l'association Polinis, un recours contre l'État pour manquement à ses obligations de protection de la biodiversité. Pourquoi multiplier les fronts d'attaque ? Y a-t-il une stratégie derrière ces multiples recours en justice ? Il y a une stratégie, en tout cas, à porter le sujet de la biodiversité de la même manière qu'on a porté le sujet du climat à travers l'affaire du siècle. C'est ce qu'on a voulu en lançant Justice pour le vivant, qui est cette nouvelle action en justice contre l'État pour inaction face à l'effondrement de la biodiversité, de la même manière que l'affaire du siècle était une action en justice contre l'État pour inaction face au changement climatique. On parle de ces dernières années, grâce à cette action en justice, grâce à de nombreuses actions citoyennes et associatives, le climat est vraiment venu au cœur des débats, au cœur des sujets. Alors, il n'y a pas encore assez d'actions qui sont mises en œuvre par l'État ou par les grandes multinationales polluantes, et c'est pour ça qu'on continue notre action sur ce volet-là. Mais la biodiversité est encore un sujet qui est trop peu présent. C'est exactement la même portée juridique que ce qu'on veut faire avec l'affaire du siècle. Sauf qu'avec l'affaire du siècle, c'était sur le sujet climatique, et là, on le fait sur le sujet de la biodiversité. On a cette volonté de pousser l'État à agir, de faire reconnaître sa responsabilité en premier lieu, et ensuite de le pousser à agir pour lutter contre le réchauffement climatique, et de l'autre pour lutter contre l'effondrement de la biodiversité. Alors justement, au sujet de l'État, comment analysez-vous l'argument brandi par de nombreux gouvernements qui consiste à dire que les tribunaux ne doivent pas trancher sur la question climatique ? Est-ce que cet argument est toujours recevable, selon vous ? Non, cet argument n'est absolument plus recevable maintenant, tout simplement parce que l'environnement fait partie aussi de notre droit actuel. La Charte de l'environnement consacre des principes fondamentaux, puisque la Charte de l'environnement est intégrée aussi dans la Constitution. Donc on a le droit de se saisir de ces outils, et c'est pour ça qu'on le fait. Et puis, si les plus responsables de la crise climatique agissaient, on n'aurait pas besoin de se tourner vers les tribunaux aussi pour faire respecter la loi au final et pour protéger l'environnement. Donc, à la fois, on se sert des outils qui existent, et à la fois, on n'a pas d'autre choix que de se servir de ces outils et que de faire appel à la justice pour protéger l'environnement. Puisque là, on est dans une crise climatique sans précédent qui nous affecte déjà toutes et tous aujourd'hui, qui va créer de plus en plus d'inégalités, qui va continuer à nous impacter aussi en France. Et en fait, on n'a plus d'autre choix que de se tourner vers les tribunaux, et les tribunaux ont ce rôle-là. Cécilia Rinaudot, quel conseil donneriez-vous à nos auditeurs francophones qui, peut-être dans leur pays, souhaiteraient s'inspirer du travail de notre affaire à tous et des actions entreprises en justice par votre ONG ?
Oui, alors du coup, nous, on travaille avec la société civile, on travaille avec les avocats, les juristes français qui veulent s'impliquer à nos côtés. Et c'est comme ça, en fait, que notre affaire à tous s'est créée. Et du coup, ça a été beaucoup de recherches, des textes de droit, de jurisprudence, etc., qui permettaient de voir comment est-ce qu'on pouvait monter cette action-là au niveau français. Donc, ce serait ça le conseil que je pourrais donner à des francophones étrangers qui voudraient faire ça dans leur pays. Ce serait de pouvoir créer, en tout cas, une coalition d'acteurs qui veulent s'impliquer sur le sujet et regarder dans les textes de droit national, dans les engagements de l'État, dans les textes de jurisprudence, etc., s'il y a des choses pour monter une action. Tout est absolument envisageable. Une dernière question peut-être, Cécilia. Pensez-vous que la justice climatique et le droit de l'environnement puissent réellement sauver la planète et l'environnement et inverser la tendance actuelle de la crise climatique ? C'est difficile d'être entièrement positif ou entièrement négatif, puisqu'il y a d'un côté des bonnes avancées et de l'autre des reculs très importants en matière de droit environnemental. Après, ce qui est plutôt encourageant, c'est de voir justement cette multiplication d'initiatives qui permettent de faire avancer les choses, donc comme les actions en justice qui commencent à avoir un écho et des décisions de justice favorables, et puis aussi tout ce plaidoyer et toute cette réflexion qui est actuellement en cours sur les droits de la nature. Voilà, il y a un petit peu des choses positives qui sont en train de se passer, mais malgré tout, il faut vraiment empêcher cette régression du droit de l'environnement qui est encore un petit peu trop à l'œuvre actuellement. Je vous remercie infiniment, Cécilia Rinaudot, d'avoir été notre voix durable aujourd'hui. Et je renvoie tous nos auditeurs qui s'intéresseraient à l'initiative de l'affaire du siècle sur le site l'affaire-du-siècle.net ainsi que sur celle de votre ONG notreaffaireatous.org. Merci encore et à bientôt. À bientôt, merci. Continuons notre exploration du droit de l'environnement et de ses mutations. Pour mieux comprendre l'impact que peuvent avoir les nombreuses procédures de justice climatique en cours sur la planète, j'ai avec moi Marta Toreschob, professeure de droit et spécialiste des changements climatiques. Bonjour Marta Toreschob. Bonjour. Marta, vous enseignez le droit à l'Université Paris 1 et à Sciences Po Paris, et vous avez écrit de nombreux articles sur les récentes évolutions du droit de l'environnement. Qu'est-ce qui est fondamentalement nouveau dans ce mouvement qu'on observe actuellement dans la justice climatique par rapport à d'autres actions plus anciennes ? Ça, c'est une très bonne question. À mon sens, il y a plusieurs choses qui sont nouvelles et à la fois en plus innovantes. D'abord, c'est la multiplication de ces recours en justice qui s'est développée de manière assez spectaculaire. Pourquoi ? Parce que, deuxième élément, depuis 2015, il y a eu le fameux procès Urgenda aux Pays-Bas et ça a accéléré cette augmentation en fait de recours. Ça a créé un esprit, je dirais, chez les ONG porteuses de recours, dans la société civile en général, assez optimiste. Et donc, ça a créé cette dynamique qui multiplie. Et troisième élément, c'est aussi, pareil, l'œuvre des ONG qui écrivent des rapports, qui travaillent beaucoup sur la question, qui creusent ces problématiques-là, qui font le lien aussi avec des questions de pauvreté, des droits de l'homme, des droits fondamentaux. Donc, ça aide aussi et c'est pour ça aussi on sent que les choses s'accélèrent. Et peut-être quatrième élément, parce que des négociations au niveau international, aux Nations Unies, pour des raisons variées, elles n'avancent pas suffisamment vite. Donc, il y a pas mal encore des choses à régler. Par conséquent, il y a un certain nombre des ONG, des secteurs de la société civile qui estiment que ces recours en justice peuvent accompagner ou en tout cas mettre un peu la pression sur ces négociations. Marta Toreschob, lutter dans les tribunaux, est-ce la meilleure façon actuellement de défendre l'environnement ? Alors, pour moi, le droit est évidemment un levier très important qui apporte un certain nombre d'outils et d'instruments très intéressants. Pour certains, déjà anciens, tout ce qui relève du droit de la responsabilité civile, la responsabilité de l'État, les carences de l'État. Donc, ce sont des mécanismes juridiques assez classiques, mais qui sont renouvelés par ce type d'action qui se développe aujourd'hui. Et il y a aussi des mécanismes novateurs. Il y a par exemple la figure du préjudice écologique qui est assez nouvelle et qui se développe par exemple dans l'affaire du siècle en France. Il y a aussi la nouvelle figure des écocrimes et des écocides qui vont également donner, je pense, un coup d'accélération
accélérateur dans la protection environnementale, plutôt du côté des responsabilités pénales. Après, le droit, ce n'est pas le seul levier possible. Il y en a d'autres. Et le droit tout seul, à mon sens, ne peut pas agir. Il faut qu'il soit complété par la volonté politique et par des actions politiques des différents gouvernements et des administrations. Sinon, le droit tout seul n'est pas tout puissant pour tout régler. Alors j'aimerais juste que l'on s'arrête un instant sur une figure que vous avez évoquée, qui est cette figure du préjudice écologique. En quoi est-ce que c'est novateur et qu'est-ce que cela a permis dans les affaires de procès climatiques ? Il s'agit d'une figure qui élargit la responsabilité civile en cas d'atteinte à l'environnement, quand il y a des dommages à l'environnement, à la nature elle-même. Donc, on n'a pas besoin de prouver qu'il y a aussi des dommages pour les personnes. Donc, c'est assez novateur. Ça s'appelle préjudice écologique parce que le dommage est créé à l'écologie, à la nature. La France a introduit ça dans le Code civil avec la loi pour la protection de la biodiversité en 2016 et il a été utilisé de manière novatrice dans le recours de l'affaire du siècle pour l'appliquer à la question climatique et aux dommages qui ont été apportés à l'atmosphère à cause des émissions de gaz à effet de serre. Et en ce sens, c'est très novateur et donc la France se situe, je dirais, en tête de cette nouvelle expérimentation à la fois législative et jurisprudentielle sur le préjudice écologique. Alors nous l'avons vu, le droit de l'environnement est donc en mutation, il permet de faire de nouvelles choses, de poursuivre de façon différente, mais il connaît aussi des limites. Quelles sont-elles à l'heure actuelle, Martha Torreschob ? Alors, il y a certaines lois ou certains dispositifs qui manquent encore des pratiques interprétatives et donc qui restent encore un peu flous, qui méritent d'être peut-être clarifiés avec une certaine pratique ou alors d'être développés davantage. Également, ces législations-là ou ces dispositifs des textes sont parfois insuffisants et donc pas suffisamment ambitieux. Par conséquent, ça limite aussi l'effectivité elle-même de ce droit de l'environnement. Et du point de vue de la procédure, ce sont des procédures qui n'aboutissent pas forcément toujours comme les parties demanderesses souhaiteraient, parce que la justice, elle a un temps qui est assez long entre chaque recours, dans l'instruction des procédures elles-mêmes, qui ne correspond peut-être pas au temps des urgences écologiques et climatiques. Donc là aussi, c'est une limite. Et ensuite, de manière substantielle, en général, l'effectivité du droit lui-même, c'est-à-dire l'efficacité. Est-ce que le droit qui existe est suffisamment appliqué ? Est-ce que les différents ministères appliquent à la lettre ce qui est inscrit dans les lois ? Donc ça, c'est aussi une limite. Oui, alors notamment à cause de certaines de ces limites, le droit de l'environnement a longtemps eu et garde encore cette réputation de droit mou, peu contraignant. Avec l'arrivée de ces nouveaux acteurs et de ces nouvelles règles dont fait partie le préjudice écologique, est-ce qu'on peut dire qu'il est en train de se transformer, de devenir plus efficace ? Je pense que c'est en train de changer, bien sûr, parce qu'il y a un durcissement justement de ce droit qui est de plus en plus précis et qui s'enrichit, qui devient de plus en plus contraignant, qui s'élargit non seulement parce qu'il est appliqué à l'État, mais aussi parce qu'il commence à être appliqué quand même aux entreprises, depuis longtemps. Et les entreprises elles-mêmes, elles prennent conscience aussi dans leurs engagements de suivre des politiques plus durables, plus proches de la protection environnementale. Donc, en fait, oui, je pense qu'il y a des progrès. Martha Torreschob, le problème de la crise climatique nous concerne tous sur la planète. Peut-on imaginer un jour une harmonisation du droit de l'environnement à l'échelle mondiale, ou par exemple la création d'un grand tribunal vert à l'image des grands tribunaux internationaux qui traitent des questions de droits de l'homme ? Ça, c'est une question qui reste ouverte, qui a été posée il y a quelques années, et qui a du pour et du contre, c'est-à-dire qu'un tribunal uniquement rattaché aux questions environnementales, ce serait d'un côté une bonne chose parce que ça
montrerait que la question environnementale, elle est importante au niveau des relations entre les pays. Après, souvent, les questions environnementales, elles sont liées aussi à d'autres types de conflits qui sont à la fois économiques, géographiques, même des problèmes aussi liés à des investissements. Donc, déconnecter la question environnementale des autres problématiques, ce n'est pas forcément la meilleure solution non plus. Donc, ce qui, à mon avis, la solution la plus raisonnable pour l'heure, ce serait que les tribunaux qui existent déjà s'ouvrent à la question environnementale, soit en créant des sections spéciales, soit tout simplement en formant leurs magistrats pour qu'ils puissent justement connaître mieux et plus souvent ce type de problème. Je vous remercie infiniment, Martha Torreshopp, d'avoir été notre voix durable aujourd'hui et je renvoie tous nos auditeurs qui s'intéressent à la question de la justice climatique à la lecture de vos articles sur le site The Conversation ainsi qu'à vos billets de blog sur le site de l'IDRI, idri.org. Merci encore et à bientôt. Merci à vous de votre invitation. À bientôt, au revoir. Où en est l'Afrique face à la question du droit de l'environnement ? Le continent, qui regorge de richesses naturelles, subit également de plein fouet le pillage de ses ressources et autres atteintes environnementales de grande ampleur. Je me suis entretenue avec l'un des fervents défenseurs d'un droit vert sur le continent, le magistrat Alain-Georges Moukoko. Alain-Georges Moukoko, bonjour. Bonjour, Madame Laura. Vous êtes président de chambre à la Cour d'appel judiciaire de Mouila et le fondateur de l'Association des magistrats verts du Gabon, votre pays, dans lequel vous vous êtes largement engagé dans la lutte contre l'exploitation illicite et massive des ressources forestières. Alain Moukoko, une première question d'ordre général. Quels sont les crimes et infractions environnementales qui menacent le plus votre pays ? Les infractions en matière environnementale au Gabon sont plus ou moins diversifiées, mais les plus courantes sont du domaine de l'exploitation forestière illégale. Vous savez que le Gabon regorge l'une des essences la plus utilisées par les exploitants asiatiques, notamment le bois qu'on appelle le kevazingo, ça c'est en appellation locale. Le kevazingo, c'est un bois dur et qui a beaucoup de vertus et qui a une qualité recherchée à l'international. Le Gabon, qui regorge plus ou moins ses essences, subit une pression dans sa forêt. Et cette pression a des impacts qui ne sont pas à négliger. Il y a également le trafic d'ivoire, qui est devenu vraiment une gangrène au niveau du Gabon, où les grands réseaux se sont organisés en prenant la force sur la faiblesse de nos forces de sécurité, la faiblesse de nos éco-gardes, de nos polices, de ne pas pouvoir surveiller, contrôler et protéger les frontières entre le Gabon, le Cameroun, le Gabon et le Congo, qui sont très poreuses, ces frontières. Et donc, les groupes terroristes, même de Boko Haram, peuvent passer par le Cameroun, le Nigeria, pour arriver dans l'un des grands parcs que le Gabon détient, le parc de Minkebe. Et c'est un parc qui regorge le maximum d'éléphants qui reviennent de la RCA, de l'Afrique centrale, la République centrafricaine, du Cameroun et du Congo, fuyant la pression du braconnage là-bas. Troisièmement, il y a l'exploitation des animaux exotiques comme le perroquet vert. Vous avez entendu le perroquet vert? Au Gabon, il pilule. Et donc, les grands réseaux de trafiquants piègent ces oiseaux-là sur des palmiers. Ils peuvent capturer comme ça 100, une centaine, 200, et puis mettre dans des caisses, les exportent à l'international. Comment le Gabon fait-il face d'un point de vue judiciaire à ces infractions et à quels enjeux et difficultés êtes-vous confrontés en tant qu'homme de loi pour faire appliquer le droit de l'environnement ? Bien, au Gabon, on a effectivement intégré au préambule de la Constitution tout ce qui est convention et traité international dans le domaine de l'environnement. Commençant par Rio, et la Convention de Rio a eu le mérite au Gabon de créer toute une direction du droit de l'environnement au Gabon. Nous avions un cadre normatif supranational qui a été ratifié. Aujourd'hui, le Gabon a fait un effort d'harmonisation. En 2019, nous avions révisé le code forestier. Nous avions également révisé le code pénal, le code de procédure pénale. Désormais, les infractions fauniques et environnementales sont définies et prévues et réprimées par le juge gabonais. Seulement, la question, la difficulté auquel le juge est confronté, c'est celle de la formation. Formation pourquoi? Formation vis-à-vis de la technicité de ce nouveau droit, vis-à-vis de la susceptibilité de ce droit-là, parce que c'est un droit qu'il va falloir manipuler à bon escient. Donc, il faut que le juge soit formé, il faut que le procureur soit formé. Formé pourquoi? Parce que mener des enquêtes dans le domaine environnemental, il y a une certaine technicité. Quelle est la preuve que le juge aura besoin devant le tribunal pour pouvoir condamner? Et les grands principes qui sous-tendent le droit de l'environnement également doivent être connus par le juge, autant le procureur que le gendarme ou le policier qui mène les enquêtes. C'est autant des défis actuels
que nous faisons face. Mais l'autre défi, le plus important, c'est celui de l'écologisation du système judiciaire. Parce qu'il est bien beau de créer, de réviser la loi, il est bien beau d'arrimer le cadre normatif de la législation gabonaise à celle internationale, mais il faut faire suivre par des structures. Il faut faire suivre par des structures, il faut la création des tribunaux verts. Et avec cette création des tribunaux verts, il faut une spécialisation, c'est-à-dire que les juges, les magistrats, qui soient spécialisés dans ce domaine-là. Et donc, lorsqu'on aura donc créé tout ça, on aura le cadre normatif, on aura des structures, on aura des personnes formées. Et là, à partir de ce moment-là, le droit au Gabon pourra cette fois-ci sauver l'environnement, sauver la nature et donc être efficace. Alain Moukoko, en parlant de sauver la nature, le Gabon fait partie des pays du bassin du Congo, l'un des plus grands bassins forestiers du monde et qui subit de plein fouet la déforestation illégale. Les pays de la région ont-ils harmonisé leurs droits pour faire front commun face à ces crimes et ces infractions qui touchent cette zone vitale pour l'équilibre écologique de la planète ? Je peux parler de la zone du bassin du Congo, le Cameroun, le Congo, le Togo, le Gabon. On est pratiquement un peu sur la même phase. Actuellement, là, avec les plaidoyers que vous, internationaux, faites vis-à-vis de nos gouvernants et que nous, de manière isolée, faisons vis-à-vis de nos dirigeants, il y a une certaine avancée. Par exemple, au Gabon, en 2019, on a créé une cellule expérimentale dans le tribunal de Libreville appelé le tribunal spécial, qui a une compétence nationale. Donc, je dis expérimental parce qu'il sera question là d'expatrier ou alors d'importer des infractions de toutes les provinces qui ont une connotation environnementale devant cette juridiction spéciale de Libreville qui est donc chargée d'instruire et de juger. Mais à ce niveau-là, il y a aussi des manquements, il y a des limites parce que les collègues ne sont pas formés. Et puis, il y a des questions constitutionnelles. Le procureur de la province qui s'est dessaisit au profit de celui de Libreville sent une certaine frustration. Avec cette frustration, il y a un relâchement, donc il ne travaille plus. Ce relâchement-là profite aux criminels, profite au réseau des trafiquants qui prennent avantage de ce état de fait pour davantage commettre des infractions, mais dans une situation qui échappe au contrôle du gendarme, au contrôle du procureur. Alain Moukoko, je me doute un petit peu de votre réponse, mais je vous pose quand même la question. Pour vous, recourir au droit et aux tribunaux verts, est-ce un moyen efficace de protéger l'environnement et pourquoi ? Oui, à mon avis, c'est la meilleure façon de défendre l'environnement. C'est-à-dire pas seulement les tribunaux. Parce que, vous savez, la justice est une chaîne. Surtout la justice pénale, elle commence par les enquêtes préliminaires qui sont de la compétence des OPJ, des officiers de police judiciaire, donc la gendarmerie et la police, qui ont la charge de détecter les infractions, de récolter les preuves, d'arrêter les suspects, de les présenter devant le tribunal et pour faire application du droit. Il n'y a que la sorte que nous pouvons soumettre tout exploitant forestier, tout exploitant illégaux pour respecter la loi. Vous savez, aujourd'hui, ce qui rend beaucoup plus sophistiquée cette criminalité environnementale, c'est aussi la question de la corruption. Et vous savez que la corruption est un pan très important dans la commission de ces infractions-là. L'impact que le monde subit aujourd'hui est lié d'une part par la corruption, l'état dans lequel ces réseaux criminels arrivent à assujettir les gouvernements, arrivent à assujettir les décideurs, arrivent à assujettir ceux qui ont la qualité de défendre l'environnement. Et par la suite, lorsqu'ils ont déjà pris possession pratiquement de tout l'arsenal, de toute la chaîne pénale qui soit capable de les freiner dans leur élan, c'est la nature qui prend un coup. Ce sont des exploitations illégales, c'est les trafics qui vont se développer en un point freiné, et puis on court vers la catastrophe. Alors, face à tous ces problèmes écologiques, systémiques, gardez-vous confiance en l'avenir ? Pensez-vous que le droit de l'environnement puisse changer les choses dans votre pays, mais aussi sur le continent ? J'ai vraiment espoir qu'un jour, les choses vont changer. Vous savez, tout commence par une petite sensibilisation et puis des petites actions. Cette sensibilisation, cette action, soit petite soit-elle, finira un jour par devenir des choses grandioses. En Afrique, la seule chose, le seul mot, c'est de créer des juridictions vertes, c'est de promouvoir la justice environnementale, c'est de doter la justice environnementale de moyens. Et cette optique que je partage avec vous, c'est d'ailleurs celle qui a été partagée et qui est partagée par tous les organismes internationaux, tous les symposiums auxquels j'ai pris part, les conférences et les séminaires auxquels j'ai pris part, tous unanimement ont pour leitmotiv la justice environnementale. Et on ne peut parler de justice environnementale s'il n'y a pas des tribunaux environnementaux, s'il n'y a pas du personnel judiciaire formé,
s'il n'y a pas également des mécanismes de coopération internationale, d'abord sur le plan national, une coopération interagences et à l'international, une coopération nationale. Donc, voici un peu comment je perçois la chose pour conclure en disant, oui, la justice, rien que la justice et la justice environnementale est la seule option pour pouvoir sauver notre planète. Eh bien, nous allons nous quitter sur ces mots pleins d'espoir. Merci Georges Moukoko d'avoir été notre invité aujourd'hui dans Voix durable. À bientôt. Merci madame, à très bientôt Laurent. Voilà, Voix durable, c'est terminé pour aujourd'hui. Je rappelle à tous nos auditeurs que l'initiative associée à notre podcast, objectif2030.org, propose régulièrement des formations en ligne totalement gratuites et certifiantes sur le sujet du droit de l'environnement. Rendez-vous sur le site objectif2030.org, rubrique formation, pour découvrir les prochaines dates de ces formations en droit de l'environnement. Il ne me reste plus qu'à remercier tous les invités de notre podcast, ainsi que l'équipe de l'IFDD, en particulier Lionel Gossamnik et Claire Chitecat qui m'ont aidé à préparer cette émission, Thibaut Garnier qui l'a montée et mixée. Merci à tous et au mois prochain pour de nouvelles Voix durables.